Le cuir onéreux du fauteuil craquait sous moi, la tension dans l'air presque palpable. J'étais assise à la droite de Pierre Martel, le corps raide, le regard fixé sur mon père, Julien Dubois, qui nous faisait face, les poings posés sur son bureau en acajou. La pièce, habituellement un havre de sa puissance froide, étouffait sous un silence lourd, pesant de non-dits et de menaces latentes. « Tu as perdu la tête, Julien. » Sa voix, habituellement un rugissement, était un sifflement bas. L'embrasser au milieu de mon bal de charité, devant tout le monde, Pierre, à mes côtés, avait cette assurance tranquille qui me rendait folle et terrorisée. C'était comme si rien ne pouvait l'ébranler. Je faisais une déclaration, Julien. Sa voix était calme, posée. Une déclaration que je pensais clarifier nos négociations en cours. Mon cœur tambourinait à mes tempes. Clarifier, ça avait tout embrouillé. Depuis quand Pierre Martel clarifiait-il quoi que ce soit sans fracas? Un frisson me parcourut, une sensation de vertige. Comment étions-nous arrivés là? Comment cette folie avait-elle pris ce tournant? C'était la veille seulement, si je me souviens bien. Où était-ce l'avant-veille? Honnêtement, les journées se confondaient, transformées en une longue suite d'événements irréels. Flashback au bal. Oh, le bal. J'essayais de disparaître dans l'ombre, comme d'habitude. Les lustres en cristal répandaient une lumière cruelle, se moquant de moi à chaque éclat, rappelant sans cesse ma place, ou plutôt mon absence de place, dans ce monde de diamants et de façades impeccables. Mon verre de champagne était une encre. J'avais l'impression que si je le lâchais, je flotterais loin pour ne jamais revenir. Et si c'était une bonne chose, finalement? Oh, regarde. Une voix traîna derrière moi, juste assez forte. Julien a encore ramené sa petite erreur. Quelle charité de sa part. Je n'avais pas bougé. Répondre, c'était inviter le venin. Alors je buvais une gorgée, me concentrant sur la légère brûlure des bulles sur ma langue, le froid du verre. Tout sauf la boule d'humiliation qui se nouait dans mon estomac. On m'a dit qu'elle pense vraiment avoir sa place ici, répondit une autre, une fausse sympathie dégoulinant de chaque syllabe. Pauvre chose, quelqu'un devrait lui dire qu'une robe de couturier ne change pas ce qu'elle est. Ce que j'étais, la fille illégitime. La preuve vivante de l'erreur de Julien Dubois 23 ans plus tôt. Il ne m'avait jamais caché, non. Il me paradait à ces événements comme une déclaration tordue. Il ne répondait à personne. Pas même aux règles tacites qui dictaient de garder ses erreurs sous silence. Ma mère était serveuse. Belle, jeune et assez naïve pour croire un homme comme Julien Dubois quand il disait qu'il quitterait sa femme. Elle était morte quand j'avais 7 ans, me laissant rien d'autre que ses yeux verts, ses cheveux noirs et l'héritage douteux d'être la fille reconnue, mais illégitime de Julien. Marie, mon père, sa voix me tira de mes pensées. Je le vis s'approcher, ses cheveux foncés parsemés d'argent, parfaitement coiffés, son smoking impeccable. À 60 ans, Julien dominait chaque pièce où il entrait. « Arrête de te tapir dans les coins. Tu es une Dubois. Agis comme telle. » L'ironie ne m'échappa pas. J'étais une Dubois quand ça l'arrangeait, quand il voulait prouver quelque chose, mais jamais assez Dubois pour être présenté à ses enfants légitimes comme leur sœur. Jamais assez famille pour être accepté à la table de Thanksgiving avec sa femme et ses fils. « Oui, père, » dis-je doucement, redressant ma colonne vertébrale malgré le poids des regards hostiles. Il m'étudia un instant, ses yeux sombres, indéchiffrables. Il n'avait jamais été cruel avec moi. Il avait pourvu à mes besoins généreusement, payé mon éducation dans les meilleures écoles, me donnant une allocation que la plupart des gens trouveraient excessive. Mais il y avait un mur entre nous. Il était de ma responsabilité, pas ma fille. Pas vraiment. « Les Legrand sont là, dit-il, désignant un groupe de personnes près du bar. Antoine veut discuter de la situation portuaire. Reste visible, mais ne t'engage pas à moins qu'on ne te parle directement. Traduction. Tiens-toi là et sois jolie. Sois la preuve de sa puissance,
qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, mais ne l'embarrasse pas en essayant de participer au monde dans lequel il m'avait forcé. Bien sûr, murmurai-je. Il s'éloigna sans un mot, me laissant à nouveau seul dans cette foule de gens qui ne m'accepteraient jamais. Je me dirigeais vers une des hautes fenêtres donnant sur Paris, cherchant l'illusion d'une évasion, même si une vraie fuite était impossible. Ces événements étaient obligatoires pour moi. Des performances commandées où je jouais le rôle de la belle-fille, tandis que tous les autres jouaient les leurs, les femmes me méprisant, les hommes me déshabillant du regard, mon père m'utilisant comme accessoire. Marie Dubois. La voix était masculine, douce et bien trop proche. Je me retournai pour trouver Louis Fournier à mes côtés, son eau de Cologne chère et envahissante. Il était le fils aîné des Fournier, marié à une femme qui me lançait des regards assassins. Vous êtes magnifique ce soir. Cette robe vous va à merveille. Son regard glissa sur moi d'une manière qui me donna la chair de poule, s'attardant sur le décolleté de ma robe émeraude avec une faim non dissimulée. C'était l'autre facette de mon existence dans ce monde. Alors que les épouses et les filles légitimes me voyaient comme une menace, leurs maris et fils me voyaient comme toute autre chose. Disponible, accessible, une femme sans protection ni valeur, au-delà de ce qu'elle pouvait offrir dans les coins sombres et les chambres d'hôtel. « Merci, Monsieur Fournier », dis-je, ma voix soigneusement neutre, alors que j'essayais de m'éloigner. Sa main attrapa mon coude, sa prise un peu trop serrée. « Vous savez, une femme comme vous doit se sentir seule, tout apprêtée, sans personne pour vous apprécier comme il se doit. » Son pouce caressa l'intérieur de mon poignet et mon estomac se tordit. « Je pourrais vous apprécier, Marie. Je pourrais vous rendre très confortable. » Je retirai mon bras d'un coup, mon cœur martelant. « Je ne suis pas intéressé. » « Ne faites pas la prude. » Son sourire était prédateur. « Nous savons tous les deux ce que vous êtes. Votre père peut vous habiller et vous parader, mais vous n'êtes pas des nôtres. Vous n'êtes pas une femme à marier, ma chère, mais vous pourriez être autre chose, quelque chose de bien plus agréable. » Avant que je puisse répondre, sa femme apparut à ses côtés, son expression venimeuse. « Louis, chéri, viens danser avec moi. » Elle ne me regarda pas, mais ses mots suivants me furent clairement destinés. Certaines femmes ont des principes. Elles ne se jettent pas sur les hommes mariés en espérant des miettes d'attention. Ils s'éloignèrent, me laissant tremblante d'un mélange volatile de colère, d'humiliation et d'impuissance. C'était ma vie, prise entre des femmes qui me détestaient d'exister et des hommes qui me voyaient comme une proie. Moment, ici je dois faire une pause. Tout ça, cette situation absurde dans laquelle je me trouvais constamment, c'était comme être coincé dans une pièce de théâtre dont je n'avais jamais demandé à être l'héroïne, ou même un figurant. Je veux dire vraiment, qui sont ces gens? Qui sommes-nous à vivre selon des codes si anciens, si rigides? Mon père, Pierre, Louis, toutes ces femmes, tous ces yeux, c'est comme si on jouait un jeu de pouvoir éternel, et moi je n'étais qu'un pion ou une cible, parfois même un trophée qu'on exposait, mais qu'on n'osait pas vraiment réclamer. Je venais de Bretagne, d'un monde bien plus simple. Là-bas, on se jugeait sur ce qu'on faisait, pas sur son nom ou l'argent de son père. Ça me manquait, cette clarté, cette franchise. Ici, tout était dissimulé sous des couches de politesse et de cruauté voilée. C'était épuisant. Et là, tout d'un coup, quelqu'un entre et met le feu. On ne voit pas ça tous les jours. C'est fou, non? Enfin, revenons à nos moutons, ou plutôt à ce requin qui s'apprêtait à entrer. Le reste de la soirée se déroula dans l'agonie habituelle. J'errais dans la salle, un fantôme à la propre soirée de mon père, ignoré par certains, méprisé par d'autres, et trop souvent sollicité. Alors que minuit approchait, mon visage me faisait mal à force de maintenir une expression neutre, et mes pieds enduraient les loups-boutins que mon père avait envoyés ce matin. Je songeais à m'éclipser discrètement, tant pis pour les conséquences, quand l'énergie de la pièce changea brusquement. Les conversations s'éteignirent, les têtes se tournèrent, et une onde de tension traversa la foule comme une force physique.
Il entra seul, ce qui était inhabituel. Les hommes comme lui voyageaient toujours avec une escorte, un étalage visible de pouvoir. Mais Pierre Martel entra dans le bal de charité des Dubois comme s'il en était le propriétaire, comme si chaque personne dans la pièce n'existait que pour son amusement et qu'il pouvait décider à tout moment si elle méritait son attention. Je ne l'avais jamais rencontré. Enfin, pas vraiment. Les rumeurs, oui. Tout le monde dans ce monde-là connaissait Pierre Martel. Tandis que des familles comme les Dubois avaient bâti leurs empires sur des générations, des mariages stratégiques et une légitimité soigneusement cultivée, les Martel avaient emprunté un chemin différent. Brutaux, efficaces et terrifiants. Pierre avait hérité des opérations familiales 5 ans auparavant et les avait immédiatement étendues avec une impitoyabilité qui rendait nerveux même les criminels endurcis. Il était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être 35 ans, avec des cheveux foncés qui semblaient négligemment coiffés et un visage qui aurait pu appartenir à une statue de la Renaissance, si ce n'était la dureté de son regard. Ses yeux, froids et évaluateurs, balayèrent la salle de bal avec une attention qui suggérait qu'il cataloguait chaque personne, chaque sortie, chaque menace potentielle. Et puis, ils se posèrent sur moi. Je me figeais, le verre de champagne à mi-chemin des lèvres, alors que le regard de Pierre Martel se fixait sur le mien. Pendant un instant qui s'étira à l'infini, nous nous regardâmes simplement. J'aurais dû détourner le regard. J'aurais dû faire n'importe quoi d'autre que de croiser les yeux de l'homme le plus dangereux de la pièce. Mais je ne pouvais pas bouger. Son expression était illisible, mais quelque chose vacilla dans ses yeux sombres. Une reconnaissance, un intérêt. Je ne pouvais pas dire, et l'incertitude fit débattre mon pouls avec un mélange de peur et de quelque chose d'autre que je ne voulais pas examiner de trop près. Il commença à avancer à travers la foule, et une panique me traversa. Il venait vers moi. Pourquoi venait-il vers moi? Je jetais des coups d'œil désespérés, cherchant mon père, n'importe qui pourrait intervenir. Mais Julien était plongé dans une conversation avec les Legrand, et personne d'autre ne me prêtait attention. Jamais, avant qu'il ne soit trop tard. Mademoiselle Dubois, sa voix était grave, contrôlée, avec une pointe qui suggérait que la violence était toujours une option, juste soigneusement maîtrisée. Il s'arrêta juste devant moi, assez près pour que je puisse sentir son eau de Cologne. Quelque chose de sombre et de chair, comme du cèdre et de la fumée. Nous n'avons pas été formellement présentés. Je suis Pierre Martel. Je sais qui vous êtes, dis-je, regrettant immédiatement mon souffle coupé. Ses lèvres se courbèrent dans ce qui aurait pu être un sourire s'il avait atteint ses yeux. Bien sûr que si, tout comme je sais qui vous êtes, Marie Dubois, la jolie fille de Julien, qui n'est pas tout à fait une Dubois. La cruauté décontractée de cette déclaration aurait dû me blesser, mais venant de lui, cela sonnait différemment. Non pas moqueur, mais observateur, comme s'il se contentait d'énoncer un fait sur le monde que nous habitions tous les deux. « Que voulez-vous, monsieur Martel ?» demandai-je, levant le menton malgré les battements de mon cœur. « Dansez avec moi. » Ce n'était pas une demande. Les mots furent prononcés avec le même commandement désinvolte qu'il aurait pu utiliser pour ordonner une exécution, et la pièce sembla retenir collectivement son souffle. Danser avec Pierre Martel serait une déclaration, m'aligner publiquement avec un homme que mon père considérait comme un rival, peut-être un ennemi. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, dis-je prudemment. Je ne me souviens pas vous avoir demandé votre avis. Il tendit la main et je remarquai pour la première fois que ses phalanges étaient balafrées. Preuve de violence accomplie personnellement plutôt que déléguée. Dansez avec moi, Marie Dubois, à moins que vous ne préfériez passer le reste de la soirée à être sollicité par des hommes mariés et insultés par leurs épouses. L'exactitude de son observation me coupa le souffle. Depuis combien de temps m'observait-il? Combien avait-il vu? Avant que je puisse répondre, je sentis plutôt que je ne vis le cercle d'attention hostile qui s'était formé autour de nous. Les épouses qui m'avaient lacéré de mots toute la soirée
regardaient maintenant avec une fureur à peine dissimulée, leurs maris les visages tordus d'une rage impuissante. Et au centre de tout cela se tenait Pierre Martel, sa main toujours tendue, attendant ma réponse avec la patience d'un prédateur qui savait que sa proie n'avait nulle part où courir. Je posai ma main dans la sienne, ses doigts se refermèrent sur les miens avec une possession qui semblait à la fois protectrice et dangereuse, et il me guida sur la piste de danse avec une grâce fluide. L'orchestre, comme sur un signal, commença à jouer une valse, et Pierre me serra dans ses bras avec une familiarité qui suggérait qu'il savait exactement comment les corps s'emboîtaient, exactement où placer ses mains pour un contrôle maximal. « Vous tremblez, observa-t-il alors que nous commencions à bouger. « Vous êtes terrifiant, répondis-je honnêtement. Cela lui valut un sourire authentique, le premier que je lui voyais, et il transforma entièrement son visage. « Bien, vous devriez l'être, mais pas de moi, Marie, jamais de moi. » Je ne compris pas ce qu'il voulait dire, mais avant que je puisse demander, son attention se porta sur quelque chose par-dessus mon épaule, et son expression devint froide. Je jetai un coup d'œil en arrière et vis Louis Fournier nous regarder, son visage rouge d'une colère ou d'une excitation, ou des deux. « Celui-là, » dit Pierre doucement, sa voix n'étant destinée qu'à moi. « Il vous a sollicité tout à l'heure, n'est-ce pas? Suggéré que vous pourriez être à l'aise si vous étiez prête à écarter les jambes pour un homme marié qui ne vous voit que comme une commodité. » Le langage cru aurait dû me choquer, mais je me retrouvais à acquiescer. « Comment saviez-vous? » »« Je vous observe depuis des mois, Marie Dubois. » Sa main se serra sur ma taille, me tirant imperceptiblement plus près. « J'ai vu comment ils vous traitent. Les femmes qui craignent que vous ne corrompiez leur vie parfaite. Les hommes qui pensent que vous êtes un gibier facile parce que votre père ne vous protégera pas. Je vous ai regardé endurer tout cela avec une dignité qui ferait honte aux reines. Pourquoi? La question m'échappa avant que je puisse l'arrêter. Pourquoi me regarder? Pourquoi vous soucier de la façon dont il me traite? Il resta silencieux si longtemps que je crus qu'il ne répondrait pas. Puis, alors que la valse nous emmenait dans un tournant qui nous plaçait au centre de la piste, tous les regards fixés sur nous, il parla. « Parce que tu es à moi. » Les mots planèrent entre nous comme une déclaration de guerre. À moi, comme si j'étais une propriété à revendiquer, une possession à acquérir. J'aurais dû être furieuse. J'aurais dû me dégager de lui et gifler son visage arrogant devant tout le monde. Mais la certitude dans sa voix, l'absolue conviction, fit quelque chose d'étrange en moi. Cela ne ressemblait pas à une objectivation. Cela ressemblait à une protection. « Je n'appartiens à personne », réussis-je à dire, bien que ma voix manquât de conviction. « Tu es à moi depuis le moment où je t'ai vu au mariage des Legrand il y a 6 mois, » continua-t-il, me guidant à travers la valse avec une précision d'expert. Seul sur cette terrasse, regardant les feux d'artifice avec une expression qui disait que tu préférerais être n'importe où ailleurs. Tu étais si magnifiquement déplacé, comme une colombe parmi les vautours. J'eus le souffle coupé. Je me souvenais de cette nuit. J'avais fui vers la terrasse pour éviter les mains baladeuses d'un autre homme marié, cherchant quelques instants de paix avant que mon père ne remarque mon absence. « Vous étiez là ?» demandai-je. « Je suis toujours là, Marie, regardant, attendant. » Ses yeux sombres maintinrent les miens, intenses et inébranlables. « J'ai regardé Louis Fournier et une douzaine d'hommes comme lui vous solliciter. J'ai regardé leurs femmes vous déchirer avec des mots pendant que leurs maris vous déshabillaient du regard. J'ai regardé votre père vous parader à ces événements comme un trophée qu'il avait trop honte de vraiment revendiquer. Chaque mot tomba comme un coup, précis et douloureux. « Alors vous m'avez regardé y survivre, » dis-je, trouvant un fragment de défi. « Je n'ai pas besoin que vous me sauviez. » « Non, » acquiesça-t-il, et quelque chose comme du respect vacilla sur son visage. « Vous n'avez pas besoin d'être secouru. Vous êtes bien plus forte que tous ces gens pathétiques ne le réalisent. Mais cela ne signifie pas que vous devriez endurer leur poison seul. »
La valse se termina, mais Pierre ne me relâcha pas. Au lieu de cela, il garda sa main fermement sur ma taille, son autre main toujours sur la mienne, comme s'il défiait quiconque de suggérer qu'il devait me laisser partir. L'orchestre commença un autre morceau et nous continuâmes à danser. Autour de nous, des couples rejoignirent maladroitement la piste ou la fuirent entièrement. « Votre père nous observe, » murmura Pierre. Il a l'air mécontent. Je risquai un coup d'œil et vis le visage de Julien tendu par une colère contenue. À côté de lui, Antoine Legrand lui chuchotait quelque chose, son expression calculatrice. C'était mal. En dansant avec moi, en me revendiquant si publiquement, Pierre faisait une déclaration qui aurait des conséquences bien au-delà de cette salle de bal. « Vous devriez partir, » dis-je urgemment, avant que cela ne devienne quelque chose de plus grand qu'il ne doit l'être. C'était déjà plus grand que vous ne le réalisez. Sa main se serra sur ma taille. Je ne suis pas venu ici ce soir pour l'enchère caritative ou les opportunités de réseautage. Je suis venu pour vous. Mon cœur vacilla. Quoi? Votre père essaie de négocier avec moi depuis des mois, expliqua Pierre, sa voix basse et intime malgré les dizaines de personnes qui nous regardaient. Il veut un accès à mes réseaux de distribution, mes contacts en Europe. Il a offert de l'argent, du territoire, des alliances avec d'autres familles, tout sauf la seule chose que je veux vraiment, et c'est vous. Ce seul mot fit affluer la chaleur en moi, et suivi immédiatement par la froide réalité. Je ne lui appartiens pas. Il ne me contrôle pas, n'est-ce pas? Il ne vous contrôle pas? Pierre me défia. Vous êtes ici ce soir parce qu'il l'a ordonné. Vous avez assisté à 100 événements comme celui-ci parce qu'il l'a exigé. Vous avez enduré l'humiliation et la dégradation parce qu'il a choisi de vous reconnaître juste assez pour faire de vous une cible, mais pas assez pour vous protéger réellement. Tout ce qu'il disait était vrai, et la vérité brûlait comme de l'acide. Julien m'avait donné de l'argent, de l'éducation, l'accès à un monde dont je ne pourrais jamais vraiment faire partie. Mais il ne m'avait jamais offert de protection. Jamais pris ma défense quand les épouses ricanaient ou les maris lorgnaient. Jamais revendiqué comme sa fille d'une manière qui compte. « Que proposez-vous » demandai-je, bien que je ne sois pas sûr de vouloir entendre la réponse. Le sourire de Pierre était lent et dangereux. « Un échange. Vous, en échange de tout ce que votre père veut de moi. Mes réseaux, mes contacts, mon soutien à son expansion sur les marchés européens. » La pièce sembla s'incliner sous moi. « Vous voulez m'acheter à lui? Je veux vous donner un choix, » corrigea-t-il. « Julien n'acceptera jamais de vous laisser partir. Sa fierté ne le permettra pas. Et stratégiquement, avoir un lien avec moi à travers vous est précieux. Mais si vous acceptez de devenir mienne de votre plein gré, si vous me choisissez, alors la négociation consiste à formaliser quelque chose qui existe déjà, plutôt que d'essayer de forcer quelque chose que vous ne voulez pas. » « C'est insensé, » soufflai-je. « Vous ne me connaissez même pas. Je vous connais mieux que vous ne le pensez. » Son pouce traça un petit cercle sur ma taille, le toucher me provoquant des frissons. « Je sais que vous avez obtenu votre diplôme avec mention de la Sorbonne, mais que vous travaillez comme traductrice indépendante parce que votre père ne vous reconnaît pas suffisamment pour vous donner un véritable poste dans son organisation. Je sais que vous vivez dans un appartement modeste à Montmartre, même si vous pourriez vous permettre quelque chose de beaucoup mieux, parce que vous ne voulez pas dépendre entièrement de son argent. Je sais que vous êtes bénévole dans un refuge pour femmes les mardis et jeudis, aidant des femmes à échapper à des situations pas si différentes de la vôtre. » Chaque révélation fit battre mon pouls plus vite. La profondeur de ses connaissances à mon sujet aurait dû être effrayante. Mais au lieu de cela, cela me donnait l'impression d'être vu. Vraiment vu pour la première fois de ma vie. « Vous m'avez espionné » accusai-je. « J'ai appris à connaître la femme que j'ai l'intention d'épouser » corrigea-t-il. Et la façon désinvolte dont il prononça le mot « épouse » me coupa le souffle. Il y a une différence. « Épouse » le mot sortit comme un murmure. « Pensiez-vous que je vous ferais des propositions comme ces salauds mariés
qui ne vous voient que comme une maîtresse? Son expression se durcit. Je ne fais pas les choses à moitié, Marie. Quand je revendique quelque chose, je le revendique complètement, légalement, publiquement, permanent. La musique gonfla autour de nous, et je réalisais que nous dansions depuis 3 morceaux. Une éternité dans ce monde où les apparences et la bienséance importaient plus que tout. Les gens parlaient sans aucun doute, et l'expression de mon père était passée de mécontente à furieuse. Il n'acceptera jamais, dis-je. Julien veut vos réseaux, mais il ne vous laissera pas m'avoir. Cela ressemblerait à une faiblesse, comme si vous aviez eu le meilleur de l'affaire. Alors nous devrons le convaincre du contraire. La voix de Pierre tomba encore plus bas, ses lèvres si proches de mon oreille que son souffle me chatouillait la peau. En commençant par nous assurer que tout le monde dans cette pièce comprenne que vous êtes déjà à moi, que les papiers aient été signés ou non. Avant que je puisse demander ce qu'il voulait dire, il me fit tournoyer, puis me ramena vers lui. Mais cette fois, il ne s'arrêta pas à la distance appropriée. Il me colla à lui, une main glissant de ma taille au creux de mon dos, me pressant intimement, tandis que son autre main lâchait de la mienne pour saisir mon visage. « Que faites-vous » haletai-je. « Je revendique mon bien. » Et puis sa bouche fut sur la mienne. Le baiser était possession, promesse et menace tout à la fois. Ses lèvres bougeaient contre les miennes avec une précision d'expert, arrachant une réponse que je n'aurais pas dû donner. Pas ici, passe devant tout le monde. Mais mon corps avait d'autres idées. Il fondait contre lui, malgré mon cerveau qui criait que c'était mal, que c'était dangereux, que ça allait avoir des conséquences que je ne pouvais même pas imaginer. Autour de nous, j'entendis des halètements, des chuchotements choqués, les murmures scandalisés d'une société qui vivait selon des règles tacites que Pierre venait de briser. Il m'embrassa comme s'il me possédait, comme s'il avait tous les droits sur ma bouche, mon corps et mon avenir. Et Dieu me pardonne, je l'ai embrassé en retour. Quand il se retira enfin, ses yeux sombres brillaient de satisfaction. Maintenant, tout le monde sait. J'ouvris la bouche pour répondre, mais la voix de Julien coupa le moment comme un couteau. Martel, le ton de mon père aurait pu geler le feu. Un mot, maintenant. La main de Pierre resta possessivement sur ma taille alors qu'il se tournait pour faire face à Julien. Bien sûr, mais Marie vient avec moi. Nous discutons de cela ensemble ou nous n'en discutons pas du tout. La mâchoire de Julien se serra, mais après un moment, il acquiesça sèchement. Mon bureau, 5 minutes. Alors que mon père s'éloignait d'un pas raide, je pris conscience des regards, des murmures, des spéculations qui se propageaient dans la salle de bal. Louis Fournier avait l'air de vouloir assassiner quelqu'un. Sa femme avait l'air d'avoir avalé du poison. Et une douzaine d'autres visages reflétaient des variations de choc, de calcul et de fureur à peine dissimulées. « Qu'avez-vous fait » demandai-je à Pierre, ma voix tremblante. Il sourit, et c'était le sourire d'un homme qui venait de gagner une guerre. « Je vous ai revendiqué publiquement. Maintenant, personne n'osera vous toucher sans passer par moi d'abord. Vous avez fait de moi une cible. » « Non, corrigea-t-il, sa main se resserrant sur ma taille. Je vous ai rendu intouchable. Il y a une différence. » Il me guida à travers la foule, qui s'écarta devant nous comme l'eau devant un requin. Je croisais des visages en passant, lisant une douzaine d'émotions différentes, mais atterrissant le plus souvent sur la peur. Ils avaient peur de Pierre Martel, peur de ce que son intérêt pour moi signifiait, peur de la façon dont l'équilibre des pouvoirs venait de basculer d'une manière qu'ils ne pouvaient pas encore calculer. Le bureau de Julien était au premier étage, un sanctuaire de bois sombre et de cuir coûteux qui reflétait son goût pour les démonstrations traditionnelles de pouvoir. Il était déjà là quand nous arrivâmes, debout derrière son bureau, les mains posées sur la surface en acajou, son expression orageuse. « Aviez-vous perdu la tête ?» demanda-t-il dès que la porte se referma derrière nous. L'embrasser au milieu de mon bal de charité, devant chaque famille de la ville. « Je faisais une déclaration », répondit Pierre calmement,
me guidant vers l'une des chaises en cuir avant de prendre position à mes côtés, debout assez près pour que le message soit clair. Nous étions ensemble. Une déclaration qui, je le pensais, clarifierait nos négociations en cours. Clarifier? Le rire de Julien était amer. Vous avez tout compliqué. Les Fournier sont furieux. Louis poursuit Marie depuis des mois, et vous venez de l'humilier publiquement. Louis Fournier harcèle sexuellement votre fille depuis des mois, corrige Pierre, sa voix devenant froide. Et vous n'avez rien fait pour l'arrêter parce que vous ne la considérez pas réellement comme votre fille. Vous la voyez comme un accessoire pratique dans vos jeux de pouvoir. Le visage de Julien rougit de colère. La façon dont je traite ma famille ne vous regarde pas. Cela m'a regardé au moment où j'ai décidé que Marie serait ma femme. Le mot « femme » planait dans l'air comme une bombe. Julien regarda Pierre, puis moi, puis de nouveau Pierre, son expression oscillant entre l'incrédulité, le calcul et enfin un intérêt réticent. « Vous voulez l'épouser » dit-il lentement. « Je le veux. En échange, vous obtenez tout ce que vous avez demandé. Mes réseaux européens, mes canaux de distribution, mon soutien à votre expansion, une alliance complète entre les familles Martel et Dubois, scellée par le mariage. » Julien resta silencieux un long moment, ses yeux se plissant alors qu'il traitait l'offre. Je pouvais presque le voir calculer les avantages, peser les implications politiques, considérer comment cela le positionnerait face à ses rivaux. « Et qu'est-ce que Marie retire de cet arrangement ?» demanda-t-il, me surprenant en considérant réellement mes intérêts. « Une protection, » dit Pierre immédiatement. « Du respect. Une position dans la société qui ne peut être remise en question. Tout ce qu'elle aurait dû avoir de vous mais n'a jamais eu. » Le pic atteignit sa cible et la mâchoire de Julien se serra. Mais il ne discuta pas, car nous savions tous que c'était vrai. « Marie, » dit mon père, s'adressant directement à moi pour la première fois depuis notre entrée dans le bureau. « Tu veux ça? » Le voulais-je? Je connaissais Pierre Martel depuis moins d'1 heure. Il m'avait déclaré sienne sans demander, m'avait embrassé devant des centaines de personnes et négociait maintenant pour moi comme si j'étais un territoire à acquérir. Chaque partie rationnelle de moi criait que c'était faux, que c'était dangereux, que c'était un piège dont je ne sortirais jamais. Mais ensuite, je pensais à ce qu'avait été ma vie. Des années d'humiliation, n'étant ni pleinement acceptées, ni complètement rejetées. De voir des hommes mariés me solliciter pendant que leurs épouses me méprisaient. De rester seul à des événements comme celui de ce soir, sans protection et sans issue. Pierre Martel m'offrait quelque chose de différent, quelque chose qui me terrifiait et me tentait à parts égales. Je levais les yeux vers lui, vers cet homme dangereux qui prétendait m'avoir observé pendant des mois, et vis quelque chose dans ses yeux sombres que je n'avais jamais vu diriger vers moi auparavant. Non pas la luxure, bien que ce soit aussi là. Non pas le calcul, bien qu'il soit clairement stratégique, mais autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à de la révérence. « Oui, m'entendis-je dire. Je veux ça. » Les fiançailles furent annoncées le lendemain matin dans tous les grands journaux. Alliance Martel-Dubois scellée par le mariage. Les titres proclamaient, accompagnés de photos du bal montrant Pierre m'embrassant au milieu de la piste de danse. J'avais l'air étourdi sur les photos, submergé, comme une femme dont toute la vie venait d'être réorganisée sans permission, ce qui, je suppose, était le cas. J'étais toujours dans mon appartement à Montmartre quand mon téléphone commença à sonner. Le premier appel venait d'un numéro que je ne reconnaissais pas, puis un autre et un autre. Au moment où le soleil était pleinement levé, j'avais 23 appels manqués et un message de mon père. « Fais tes valises, tu déménages au domaine Martel aujourd'hui. Envoie-moi ton adresse et je ferai ramasser tes affaires. » Pas une question, pas une discussion, juste un autre ordre dans une vie d'ordre. Je regardais toujours le message quand on frappa à ma porte. À travers l'œilleton, je vis un homme que je ne reconnaissais pas, grand et costaud dans un costume cher qui criait « Sécurité privée ». « Mademoiselle Dubois » appela-t-il à travers la porte. « Je suis Marc, le chef de la sécurité de Monsieur Martel.
Il m'a envoyé pour assurer votre sécurité et vous aider à déménager. Bien sûr qu'il l'avait fait. J'ouvris la porte pour trouver non seulement Mark, mais 2 autres hommes habillés de la même manière et visiblement armés, à en juger par la façon dont leurs vestes pendaient. Monsieur Martel veut que vous déménagiez à son domaine avant le midi, expliqua Mark, son ton professionnel, mais ne laissant aucune place à la discussion. Nous sommes là pour aider à emballer et assurer la sécurité pendant la transition. Je n'ai pas accepté de vivre avec lui, protestai-je faiblement. L'expression de Mark ne changea pas. Avec tout le respect, mademoiselle Dubois, vous avez accepté de devenir sa femme hier soir. Dans le monde de Monsieur Martel, cela signifie que vous êtes déjà sienne à protéger, et il ne peut pas vous protéger adéquatement lorsque vous vivez seul dans un immeuble avec une sécurité minimale. Il n'avait pas tort. Mon immeuble avait une porte d'entrée avec un interphone et absolument rien d'autre en termes de sécurité. Si l'une des familles qui me voyait comme une menace ou une opportunité voulait m'atteindre, elle pouvait le faire facilement. D'accord, concédai-je, m'écartant pour les laisser entrer, mais je range mes affaires personnelles moi-même. Les quelques heures suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités. L'équipe de Marc rangea efficacement mes livres, mes articles de cuisine et mes meubles, pendant que j'emballais mes vêtements, mes articles de toilette et les quelques choses qui comptaient personnellement pour moi. La boîte à bijoux de ma mère, la photo de nous de mon 7e anniversaire, la dernière avant sa mort, mes journaux remplis d'années de pensées que je n'avais jamais partagées avec personne. À 11 heures, tout était chargé dans 2 SUV noirs et j'étais conduite à travers la ville vers une adresse à la campagne que je n'avais vue que dans les magazines. Le domaine Martel s'étendait sur 100 hectares au nord de Paris, entouré de murs et d'une sécurité qui en faisait plus une forteresse qu'une maison. La maison principale apparut à notre vue alors que nous franchissions les portes et j'eus le souffle coupé. Elle était belle d'une manière sévère, tout en pierre et en verre et en architecture moderne qui parlait de richesse sans ostentation. Contrairement aux demeures ornées privilégiées par les familles comme les Dubois, celle-ci était élégante, puissante, intransigeante, comme l'homme qui en était le propriétaire. Pierre attendait sur les marches de l'entrée, vêtu de manière décontractée d'un pantalon foncé et d'une chemise blanche avec les manches retroussées, révélant des avant-bras bronzés. Il avait l'air différent de la veille, moins sévère, bien que non moins intimidant. « Marie, dit-il alors que Marc ouvrait ma portière, « bienvenue chez toi. » Chez moi. Le mot me semblait étranger sur ses lèvres, mais la façon dont il me regardait, avec cette même intensité que lors du bal, fit naître quelque chose de chaud dans ma poitrine. « Cela va très vite, dis-je, acceptant sa main tendue et essayant d'ignorer la façon dont l'électricité semblait jaillir entre nos paumes. Il le faut. Il me guida sur les marches et dans un immense hall d'entrée qui réussissait à être à la fois grandiose et accueillant. Après hier soir, vous n'êtes pas en sécurité dans un endroit non protégé. 3 familles essaient déjà de décider si vous êtes un atout à acquérir ou une menace à éliminer. La façon désinvolte dont il mentionna ma potentielle élimination me glaça le sang. Vous auriez pu me prévenir avant de m'embrasser devant tout le monde. M'auriez-vous laissé faire si je l'avais fait? Son sourire était complice. Il avait raison. S'il m'avait exposé toutes les conséquences auparavant, j'aurais probablement fui. Mais il avait agi de manière décisive, forçant ma main et la sienne, créant une situation où le seul chemin à suivre était ensemble. « Laissez-moi vous montrer la maison, » dit-il, sa main se posant sur le creux de mon dos, dans un geste qui devenait familier. Possessif, mais pas dominateur, revendiquant mais pas enfermant. La visite révéla un espace bien plus habité que je ne l'avais imaginé. Oui, la richesse était évidente dans chaque détail sur mesure, chaque œuvre d'art originale, mais il y avait aussi des livres laissés ouverts sur les tables, une cuisine qui était clairement utilisée régulièrement. Des pièces qui semblaient avoir été conçues pour le confort plutôt que pour l'apparat.
Ce sera votre espace, dit Pierre, ouvrant une porte pour révéler une suite magnifique avec des baies vitrées donnant sur le parc. Votre bureau est par là, la chambre ici, la salle de bain là. J'ai déjà fait monter vos affaires. Je suis entré, submergé par la simple taille de la pièce. Mon appartement entier de Montmartre aurait pu tenir dans la seule partie chambre. Où est-ce votre chambre? De l'autre côté du couloir. Sa voix était neutre, soigneusement neutre. J'ai supposé que vous voudriez votre propre espace, au moins au début. Lorsque vous serez prêt à partager une chambre, il suffira de le dire. L'implication fit affluer la chaleur en moi. Nous étions fiancés, allions nous marier bientôt et éventuellement nous partagerions plus qu'une simple maison. Mais il me laissait du temps pour m'adapter, pour accepter à quel point ma vie avait changé radicalement. Merci, dis-je doucement. Il s'approcha, sa main montant pour glisser une mèche de cheveux derrière mon oreille. Je sais que ce n'est pas comme ça que la plupart des gens se fiancent. Je sais que je ne vous ai pas courtisé correctement. Ne vous ai pas donné le temps de décider si vous me vouliez vraiment. Mais je pensais ce que j'ai dit hier soir, Marie. Vous êtes à moi maintenant, et je protège ce qui est à moi. Pourquoi moi? La question me brûlait depuis hier soir. Vous pourriez avoir n'importe quelle femme que vous voulez. Pourquoi choisir la fille bâtarde de votre rival? Quelque chose vacilla dans ses yeux sombres. Venez avec moi. Il y a quelque chose que je veux vous montrer. Il me ramena en bas et à travers une série de couloirs jusqu'à une pièce que je n'avais pas vue lors de la visite. Quand il ouvrit la porte, j'eus le souffle coupé. C'était un bureau, mais les murs étaient couverts de photographies. Non pas des œuvres d'art, mais de véritables photographies de moi. Au mariage des Legrand, debout sur cette terrasse, dans un café près de mon appartement, lisant un livre, marchant vers le refuge pour femmes où je me portais volontaire, assistant à une douzaine d'événements différents avec mon père au cours des 6 derniers mois. Je ne trouvais pas les mots. Obsessif, compléta-t-il. Probablement, mais je vous ai dit que je vous observais. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est pourquoi. Il se plaça à côté d'une photographie particulière prise lors d'un événement en plein air dont je me souvenais à peine. Sur celle-ci, je souriais à quelque chose hors champ, et mon visage était éclairé d'une joie authentique. Si rare dans ces situations que cela me transformait complètement. Je vous ai vu au mariage des Legrand, commença Pierre, sa voix plus douce que je ne l'avais entendue. Vous étiez tout ce qu'on m'avait dit que serait la bâtarde de Julien Dubois. Belle, isolée, existant en marge d'un monde qui ne vous accepterait jamais pleinement. Je m'attendais à ressentir du mépris ou de la pitié. Au lieu de cela, j'ai ressenti une reconnaissance. Il se tourna pour me faire face complètement. Ma mère était la fille d'un épicier. Elle a rencontré mon père alors qu'elle travaillait comme traductrice pour l'une de ses réunions d'affaires. Il est tombé amoureux d'elle, l'a épousée malgré toutes les autres familles qui disaient que c'était en dessous de lui. Elle n'a jamais été acceptée par les femmes des autres patrons. Elle la traitait comme une curiosité au mieux, un embarras au pire. Cela l'a détruite lentement. Cet isolement, ce rejet constant. J'eus le souffle coupé. Que lui est-il arrivé? Elle est morte quand j'avais 12 ans, dit-il platement. Officiellement, c'était une crise cardiaque. Officieusement, c'était la solitude, la dépression, l'effet cumulatif d'années à être traitées comme moins qu'humaines par des gens qui pensaient que leur lignée sanguine les rendait supérieurs. « Je suis désolé », murmurai-je. J'ai vu mon père se retirer dans son travail après sa mort. Il l'avait aimé désespérément, mais il ne l'avait jamais protégé d'eux, ne les avait jamais fait l'accepter, n'avait jamais utilisé son pouvoir pour la protéger de leur cruauté. Il a laissé la femme qu'il aimait être détruite parce qu'il se souciait trop de maintenir des relations avec des familles qui la voyaient comme inférieure. Pierre s'approcha, sa main me coupant le visage avec une douceur surprenante. Quand je vous ai vu sur cette terrasse, j'ai vu ma mère seule à un événement, entourée de gens, maintenant sa dignité malgré le poison qui vous était dirigé.
Et j'ai juré que je ne serais jamais comme mon père. Je ne resterai jamais les bras croisés à regarder quelqu'un que je... Il fit une pause, puis continua. Quelqu'un d'important pour moi être détruit par ces vautours. Vous ne me connaissez même pas, protestai-je, bien que ma voix fût faible. J'en sais assez. Son pouce caressa ma pommette. Je sais que vous êtes assez forte pour endurer des années d'humiliation sans devenir amère. Je sais que vous êtes assez gentille pour vous porter volontaire dans un refuge aidant des femmes à échapper à des abus, même si personne ne vous en a jamais protégé. Je sais que vous êtes assez brillante pour avoir obtenu votre diplôme avec mention malgré l'absence de système de soutien familial. Et je sais que quand je vous ai embrassé hier soir, vous m'avez embrassé en retour comme si vous l'attendiez depuis aussi longtemps que moi. Il avait raison sur ce dernier point. Le baiser avait réveillé en moi quelque chose que je croyais morte depuis longtemps. Une fin de connexion, d'être désiré, non pas malgré ce que j'étais, mais à cause de cela. Que se passe-t-il maintenant? Demandai-je. Maintenant, nous nous préparons à la guerre, dit-il simplement. Parce que vous Fermienne a bouleversé l'équilibre délicat des pouvoirs dans cette ville. Les familles qui vous voyaient comme disponibles pour leur fils ou comme un pion utile dans les négociations avec votre père, elles vont riposter. Certaines essaieront de briser nos fiançailles. D'autres essaieront de vous éliminer en tant que menace. Tous vous observeront, attendant que nous montrions une faiblesse. Comment les combattrons-nous? Son sourire était vif et dangereux, en devenant exactement ce qu'ils craignent, en faisant de vous non seulement ma fiancée, mais ma partenaire, en vous donnant les outils et le pouvoir de vous tenir comme mon égal, de commander le respect non par les lignées familiales, mais par votre propre force. Il se dirigea vers un bureau et en tira un dossier, me le tendant. À l'intérieur se trouvent des informations sur chaque grande famille de la ville, leurs entreprises, légitimes ou non, leurs alliances, leurs faiblesses, leurs secrets. À partir de demain, vous allez tout apprendre sur le monde dans lequel vous entrez, et ensuite vous m'aiderez à le remodeler. J'ouvris le dossier, parcourant des pages denses d'informations qu'il faudrait des jours pour traiter pleinement. Pourquoi me donner ça? Pourquoi ne pas simplement me garder comme une épouse trophée, comme tout le monde s'y attend? Parce que je ne veux pas d'un trophée, dit Pierre, sa voix intense. Je veux une reine, quelqu'un qui puisse se tenir à mes côtés, qui comprenne le jeu que nous jouons et comment le gagner. Quelqu'un qui puisse se protéger quand je ne suis pas là et protéger les autres quand je le suis. Ces mots réveillèrent en moi quelque chose qui avait été latent pendant des années. Non seulement le désir de survivre dans ce monde, mais le désir de le maîtriser, de transformer toute la douleur et l'humiliation que j'avais endurée en pouvoir. Quand commençons-nous? Demandai-je. Son sourire fut approbateur. Tout de suite. Nous passâmes le reste de la journée dans son bureau, Pierre m'expliquant patiemment le réseau complexe de relations qui gouvernait le crime organisé dans la ville. Il m'expliqua comment les familles étaient connectées par des mariages, des accords commerciaux et des territoires soigneusement équilibrés. Il me montra où se trouvaient les faiblesses, quelles alliances étaient authentiques et quels étaient des mariages de convenance attendant de se fracturer. Votre père est surendetté, dit-il, pointant un graphique qui cartographiait les diverses opérations de Julien. Il a étendu agressivement ses activités ces 2 dernières années, essayant d'égaler les Legrand et les Martel emportés. Mais il est dispersé. 3 de ses entreprises sont à peine rentables. 2 perdent activement de l'argent et il a lourdement emprunté pour financer tout cela. Et vous savez cela parce que je détiens une partie de sa dette, dit Pierre avec un léger sourire. Pas assez pour le contrôler, mais assez pour avoir un levier. C'est pourquoi il a accepté notre mariage si rapidement. Il a besoin de mon soutien pour éviter une crise de liquidité. La révélation fut étonnante. Alors, il m'a vendu pour résoudre ses problèmes financiers. Il a fait une alliance stratégique qui profite aux 2 familles, corrigea Pierre. Bien que oui, ses motivations étaient principalement financières. Les miennes, cependant,
ne l'éteignent pas. J'étudiais les graphiques, voyant l'empire de mon père avec de nouveaux yeux. La famille Fournier le courtise depuis des mois. Ils veulent fusionner les opérations. Oui, Louis Fournier en particulier faisait pression pour cela, et une partie de cette pression impliquait de se positionner comme un mari potentiel pour vous, créant un lien familial qui rendrait la fusion plus fluide. Mon estomac se tordit. C'est pour ça qu'il me poursuivait. C'est pour ça que Julien ne l'a jamais arrêté, dit Pierre d'un ton sombre. Il gardait l'option ouverte au cas où mes négociations échoueraient. Vous étiez une monnaie d'échange, Marie, une qu'il était prêt à échanger au plus offrant. La colère me traversa, chaude et purifiante. Qu'est-ce que je peux faire à ce sujet? Vous pouvez devenir précieuse par vous-même, dit Pierre. Non pas en tant que fille de Julien Dubois ou femme de Pierre Martel, mais en tant que vous-même. Vous parlez couramment 6 langues, n'est-ce pas? J'acquiesçais, surprise qu'il le sache. 3 de ces langues sont essentielles pour les négociations internationales. À partir de la semaine prochaine, vous m'accompagnerez aux réunions, servant de traductrice et d'observatrice. Vous apprendrez comment les accords sont conclus, comment le pouvoir est négocié, comment lire les intentions des gens sous leurs mots. La perspective était à la fois terrifiante et exaltante. Les autres familles ne s'y opposeront-elles pas? Les femmes ne participent généralement pas aux réunions d'affaires. Alors nous changerons la tradition. Sa voix était ferme. De plus, ils vous sous-estimeront parce que vous êtes une femme, parce que vous êtes la bâtarde de Julien, parce que vous êtes jeune. C'est un avantage. Laissez-les penser que vous êtes décorative pendant que vous apprenez réellement à les démanteler. Nous avons travaillé jusque tard dans la nuit. Pierre expliquait patiemment les dynamiques de pouvoir complexes pendant que j'absorbais les informations comme une éponge assoiffée. Quand mes yeux commencèrent à tomber de fatigue, il fit venir le dîner au bureau et nous mangeâmes tout en continuant à discuter stratégie. « Vous devriez vous reposer, » dit-il finalement, me voyant réprimer un bâillement. « Demain, nous avons des réunions avec 3 familles qui veulent exprimer leurs préoccupations concernant nos fiançailles. Ce sera une longue journée. » Je me levai, mon corps raide d'heures passées assise, et trouvai Pierre s'étant également levé, contournant le bureau pour se tenir près de moi. « Merci, » dis-je doucement. « Pour ça, pour me donner des outils au lieu de juste une protection. Vous méritez les deux. » Sa main vint caresser mon visage, et je me trouvai à me pencher contre son contact. « Dormez bien, Marie, et rêvez de l'empire que nous allons construire ensemble. » Il m'embrassa alors, doucement et prometteur, un contraste saisissant avec le baiser revendicateur du bal. C'était différent, intime, comme un secret partagé entre nous dans le calme obscur de son bureau. Quand il s'éloigna, je sentis la perte de sa chaleur très nettement. « Bonne nuit, Pierre, murmurai-je. Bonne nuit, ma reine. » Les 4 semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de préparation, d'éducation et de transformation. Pierre tint parole concernant l'idée de faire de moi sa partenaire, m'amenant à des réunions où je traduisais les négociations avec des contacts européens et observais comment le pouvoir était exercé dans des pièces où des décisions valant des millions étaient prises par des poignées de main et des menaces subtiles. J'appris rapidement à lire le langage corporel à travers les barrières culturelles, à identifier quand quelqu'un mentait dans une langue que je parlais à peine, à me positionner dans une pièce de manière à paraître non menaçante tout en contrôlant le flux de la conversation. Les autres familles observaient avec divers degrés de scepticisme et d'inquiétude, alors que je devenais plus visible aux côtés de Pierre. Certains me rejetaient comme une nouveauté qui s'estomperait. D'autres reconnaissaient la menace que je représentais, une brèche dans l'ordre traditionnel où les femmes étaient décoratives plutôt que fonctionnelles. Ce furent les femmes qui me surprirent le plus. Je m'attendais à une hostilité continue de la part des épouses et des filles qui m'avaient méprisé pendant des années. Au lieu de cela, certaines commencèrent à m'approcher discrètement, avec prudence, posant des questions sur la façon dont j'avais convaincu Pierre de me traiter comme son égal. Je ne l'ai pas convaincu,
dis-je à Gabrielle Martel, la femme du cousin de Pierre, lors d'un rare moment seul à un dîner de famille. Il a choisi de me voir ainsi. Alors vous êtes plus chanceuse que la plupart d'entre nous, dit-elle doucement. Mon mari m'aime, mais il ne rêverait jamais de m'inclure dans les discussions d'affaires. Il dit que c'est trop dangereux, qu'il me protège en me gardant ignorante. J'entendis la frustration sous ces mots, l'intelligence gaspillée parce que la tradition disait que les femmes devaient être protégées plutôt qu'autonomisées. Et si nous changions cela? Demandai-je, une idée se formant. Au cours des semaines suivantes, je commençais tranquillement à construire quelque chose d'inédit. Un réseau d'épouses et de filles, partageant les informations qu'elles recueillaient des moments sans garde de leur mari, leur apprenant à traduire leurs observations en renseignements exploitables. Pierre le remarqua, bien sûr, il remarquait tout. « Vous recrutez ?» dit-il une nuit alors que nous examinions des documents dans son bureau, notre routine nocturne qui était devenue ma partie préférée de chaque jour. « Je les autonomise, corrigeai-je. Ces femmes entendent tout, voient tout, mais elles sont ignorées. Imaginez ce que nous pourrions accomplir si nous les écoutions réellement. » Son sourire fut lent et appréciateur. « Vous allez remodeler ce monde entier, n'est-ce pas? »« Nous allons le remodeler, corrigeai-je, ensemble. » Il me tira sur ses genoux, puis ses bras s'enroulèrent autour de moi, alors que ses lèvres trouvaient les miennes. Ces moments d'intimité étaient devenus plus fréquents à l'approche du mariage. Bien que Pierre maintienne toujours des chambres séparées, me laissant de l'espace pour m'adapter à l'énormité de ce que nous construisions. Mais la retenue s'amenuisait pour nous deux. Je pouvais le sentir à la façon dont ses mains s'attardaient sur ma taille, à la façon dont ses baisers devenaient plus profonds et plus exigeants, à la façon dont il me regardait quand il pensait que je ne regardais pas. « 3 semaines de plus, » murmura-t-il contre mon cou, ses dents effleurant ma peau sensible. « 3 semaines de plus avant que tu ne sois légalement mienne. »« Je suis déjà à toi, » soufflai-je, me surprenant par la vérité de cela. Ses bras se serrèrent autour de moi. « Répète ça. Je suis à toi, Pierre. » Je me tournai sur ses genoux pour pouvoir voir son visage, voir la faim, la possession et quelque chose de plus profond dans ses yeux sombres. J'étais probablement à toi dès cette première nuit au bal, même si je ne voulais pas l'admettre. « Marie, » gémit-il, son contrôle s'effritant visiblement. « Si tu continues à parler comme ça, je ne pourrai pas attendre 3 semaines de plus. »« Alors n'attends pas, » défiai-je, mon propre désir l'emportant sur ma nervosité. « Je n'ai pas besoin du mariage pour que ce soit réel. C'est déjà réel. » Quelque chose de féroce et de triomphant traversa son visage. « Tu es sûr? » En réponse, je l'embrassai, y déversant tout le désir, la confiance et le sentiment que je ne pouvais pas encore nommer. Il répondit immédiatement, se levant avec moi dans ses bras et me portant à travers le couloir jusqu'à sa chambre, celle où je n'étais jamais entré. Ce qui suivit fut à la fois revendication, découverte et accomplissement. Pierre adorait mon corps avec une révérence qui me faisait me sentir chéri, même si sa possession me faisait me sentir possédé. Et quand il me fit enfin sienne complètement, l'acte physique scellant ce qui était déjà vrai émotionnellement, je compris pourquoi il avait insisté pour que je sois sienne dès le début. Parce qu'il avait raison. J'étais à lui et il était à moi. Après, couché enlacé dans ses draps, ses bras enroulés autour de moi, je me sentis en sécurité d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Non seulement physiquement en sécurité, bien que la protection de Pierre fût absolue, mais émotionnellement en sécurité. En sécurité pour être moi-même, pour être vulnérable, pour être puissante. « Je t'aime », murmurai-je dans l'obscurité, les mots s'échappant avant que je puisse les remettre en question. Il se raidit, puis se tourna pour me faire face, ses yeux sombres, intenses, même dans la pénombre. « Qu'est-ce que tu as dit? »« Je t'aime », répétai-je, plus sûr cette fois. « Je sais que c'est rapide et probablement fou, mais je t'aime. Je t'aime, Pierre Martel. » Son baiser était tendre et féroce et absolument dévastateur. « Je t'aime depuis que je t'ai vu sur cette terrasse, » avoua-t-il contre mes lèvres.
Te regarder seul avec une telle dignité, refusant qu'il te brise. Je suis tombé amoureux de ta force, Marie, et chaque jour depuis ne fait que m'aimer davantage. Nous avons fait de l'amour à nouveau, plus lentement cette fois, et j'ai compris la différence entre revendiquer et aimer, entre possession et partenariat. Pierre était les deux, serait toujours les deux, mais la fondation était de l'amour. Le lendemain matin, je me réveillais dans son lit pour la première fois pour le trouver me regardant avec une expression qui fit battre mon cœur. « Amène tes affaires ici, dit-il. Je ne veux pas passer une autre nuit sans toi. » J'acceptais sans hésitation, mais notre bonheur fut de courte durée. Cet après-midi-là, alors que Pierre était en réunion et que je travaillais dans ce qui était devenu notre bureau partagé, Marc apparut dans l'embrasure de la porte, son expression grave. « Madame Martel, dit-il, utilisant mon futur titre. Nous avons une situation. » Mon sang se glaça. Quel genre de situation? Julien Dubois a été attaqué il y a 1 heure devant son bureau. Il est vivant, mais gravement blessé. Il vous demande. J'étais dans la voiture en quelques minutes, Pierre ayant été tiré de sa réunion pour m'accompagner. Mon père était à l'hôpital quand nous arrivâmes, le visage contusionné et bandé, mais conscient. « Marie, dit-il quand j'entrais, sa voix rauque. J'ai quelque chose à te dire sur ta mère. » Quoi à son sujet? Demandai-je, prenant sa main. Elle n'est pas morte dans un accident, dit-il, et mon monde bascula. Elle a été tuée par le père de Louis Fournier en représailles pour mon refus d'un accord commercial. J'ai gardé le secret pendant 16 ans, mais Louis le sait et il menace de tout exposer si tu ne quittes pas Pierre et ne l'épouses pas. La rage, pure et incandescente, me submergea. Il a tué ma mère. Son père l'a fait, clarifia Julien. Mais Louis le sait depuis des années et n'a rien dit. Il l'utilise maintenant comme levier. Je regardais Pierre, dont l'expression était devenue mortellement froide. Il ne s'en tirera pas, promit Pierre. Aucun d'eux. Qu'allez-vous faire? Demandai-je. Son sourire était terrifiant. Je vais te rendre justice, mon amour, et ensuite, je vais m'assurer que personne ne te menacera plus jamais. La révélation sur la mort de ma mère changea tout. Le chagrin que j'avais porté pendant 16 ans, croyant qu'elle était morte dans un accident insensé, se transforma en une rage concentrée. La famille de Louis Fournier l'avait assassiné, et il le savait, avait gardé le silence, et essayait maintenant d'utiliser cette connaissance pour me forcer à un mariage. C'était monstrueux, et cela exigeait une réponse monstrueuse. Nous avons besoin de preuves, dis-je à Pierre cette nuit-là. Mon esprit travaillait à travers les possibilités avec une clarté née de la fureur. La preuve que son père a commandité l'assassinat. La preuve que Louis le savait et l'a caché. Sans preuve, c'est juste la parole de mon père contre la leur. J'ai des gens qui travaillent là-dessus, m'assura Pierre. Mais Marie, ça va devenir laid. La famille Fournier ne se laissera pas faire sans bruit. Bien, dis-je froidement. Je ne veux pas de calme. Je veux qu'ils soient détruits. Au cours de la semaine suivante, les enquêteurs de Pierre mirent au jour une série de preuves qui brossaient un tableau accablant. Le père de Louis avait ordonné la mort de ma mère en guise de punition pour le refus de Julien de céder du territoire lors d'un conflit. L'assassinat avait été déguisé en accident. Une voiture grillant un feu rouge et la heurtant alors qu'elle traversait la rue. Le conducteur avait disparu immédiatement après, payé et relocalisé, et Louis le savait depuis au moins 5 ans, ayant découvert des documents dans les dossiers de son père après la mort du vieil homme. Il avait gardé le silence, considérant l'information comme un levier potentiel. Lorsque j'avais rejeté ses avances, lorsque Pierre m'avait revendiqué, Louis avait décidé d'utiliser sa carte maîtresse. Mais il avait sous-estimé 2 choses, les ressources de Pierre et ma capacité à une vengeance stratégique. « Je veux l'affronter », dis-je à Pierre. Face à face, preuve en main. « C'est dangereux », me prévint-il. Je m'en fiche. Ma voix était calme. Il a menacé d'utiliser le meurtre de ma mère comme monnaie d'échange.
Il doit voir que je ne suis plus la fille bâtarde effrayée. Je suis votre femme, votre partenaire, et je suis plus dangereuse qu'il ne l'a jamais imaginé. L'expression de Pierre se remplit d'une fière ardeur. Alors nous le ferons ensemble. Nous avons organisé une rencontre en territoire neutre, un restaurant appartenant au Legrand, qui avait accepté d'héberger en échange d'un préavis sur les preuves que nous avions découvertes. Antoine Legrand n'avait aucun amour pour les Fournier et voyait une opportunité dans leur éventuelle chute. Louis arriva avec l'ancien avocat de son père, s'attendant clairement à une sorte de négociation. Son expression lorsqu'il me vit assise à côté de Pierre, des dossiers étalés devant nous, était presque comique. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. « C'est, dis-je calmement, la fin du pouvoir de votre famille dans cette ville. Nous avons la preuve que votre père a commandité le meurtre de ma mère il y a 16 ans. Nous avons la documentation des pots de vin, des déclarations de témoins des personnes impliquées dans la dissimulation. Et le plus accablant, nous avons des emails de vous discutant de ces informations avec votre avocat, débattant de la meilleure façon de les utiliser comme levier. » Le visage de Louis devint blanc. « Vous ne pouvez rien prouver de tout ça. »« Nous pouvons tout prouver, » dit Pierre froidement, « et nous sommes prêts à le transmettre au procureur, à moins que vous n'acceptiez nos conditions. » « Quelles conditions ?» demanda l'avocat de Louis, calculant clairement les mesures de limitation des dégâts. « La famille Fournier se désinvestit complètement de toutes ses opérations dans cette ville, dis-je ayant répété ce moment. Vous vendez vos territoires aux familles que nous désignons, à des prix que nous déterminons. Vous vous excusez publiquement pour le meurtre de ma mère et votre tentative de manipulation, et Louis s'engage spécifiquement à ne plus jamais me contacter ni aucun membre de ma famille. « C'est tout ce que nous avons, » protesta Louis. « Vous nous détruiriez. »« Vous avez détruit ma mère, » répondis-je, ma voix coupante. « C'est une miséricorde. L'alternative est que Pierre s'assure que vous subissiez le même sort qu'elle. » La menace planait dans l'air et je vis Louis comprendre enfin la position dans laquelle il se trouvait. Pierre Martel n'était pas lié par les mêmes règles de civilité qui l'avaient protégé auparavant. Et je n'étais plus la fille bâtarde vulnérable. J'étais une femme avec du pouvoir, de la protection et un besoin ardent de justice. « Nous accepterons vos conditions, » dit finalement l'avocat, reconnaissant que son client était vaincu. « Bien, » dit Pierre. « Vous avez 48 heures pour entamer le processus de désinvestissement. Manquez une seule échéance et les preuves seront rendues publiques. » Alors que Louis s'éloignait, vaincu et furieux, je sentis quelque chose se calmer en moi. Pas tout à fait la paix, rien ne pouvait ramener ma mère, mais une forme de résolution. La justice dans la seule forme que ce monde reconnaîtrait. « Comment vous sentez-vous » demanda Pierre une fois que nous fûmes seuls. « Puissante, admis-je. Est-ce mal? Devrais-je me sentir coupable d'avoir détruit sa famille? »« Ils ont détruit la vôtre en premier, » dit-il simplement. « Et vous leur avez donné une porte de sortie. La mort aurait été la justice dans notre monde. Vous avez choisi l'exil à la place. C'est de la miséricorde, pas de la cruauté. » Le mariage eut lieu 2 semaines plus tard. Enfin, je devrais dire, la cérémonie fut un tourbillon. Entre les préparatifs éclairs et l'onde de choc que ça avait provoqué dans la ville entière. Mais ce n'était pas le point culminant. L'important, c'était tout ce qui avait mené à cela, la décision, le combat, la transformation. Marcher dans l'allée, c'était comme marcher sur les cendres de mon ancienne vie. Julien Dubois m'a présenté. J'ai vu des larmes dans ses yeux alors qu'il plaçait ma main dans celle de Pierre. « Prenez soin d'elle, » dit-il doucement, « comme j'aurais dû le faire depuis le début. »« Toujours, » promit Pierre. Mon premier baiser de mariée avec Pierre devant une assemblée tremblante n'était pas un début, mais une affirmation, un point final à tout ce que j'avais été. Je n'étais plus Marie Dubois, la bâtarde, l'embarras, la femme entre deux mondes. J'étais Marie Martel, reine aux côtés d'un roi, partenaire de l'homme le plus puissant de la ville,
architecte d'un nouvel ordre, où les femmes comme moi pouvaient être valorisées pour leur intelligence plutôt que leur seule beauté. J'avais enfin trouvé une place, non pas dans le monde de mon père, mais dans celui que je construisais avec Pierre. Et aujourd'hui, qui sait? Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je me dis que j'ai commis une erreur monumentale. Probablement les deux. C'est ça la vie, non? Rien n'est simple, rien n'est parfait. Mais c'est ma vie, c'est mon histoire, tissée de ténèbres et de lumière, de peur et de courage, d'une solitude passée et d'une force retrouvée. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, à Pierre et à moi, ni si cet empire durera éternellement. Mais je sais une chose, je suis debout. Je ne suis plus seul, et ça c'est déjà